Alexandre Gerbi, bonjour. 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 Vous êtes historien, vous êtes un spécialiste de la décolonisation de l'espace francophone africain, donc un spécialiste des anciennes colonies françaises. Et c'est à ce titre que vous êtes l'auteur, bien entendu, de plusieurs ouvrages. C'est à ce titre que nous vous invitons aujourd'hui, ce titre d'historien de la décolonisation africaine, pour nous donner justement un éclairage historique sur ce qui est arrivé aux Comores. Les Comores, ça nous ramène à l'actualité immédiate, c'est-à-dire à ce qui est en train de se passer à Mayotte. On nous parle de Mayotte tous les jours à la télévision en montrant des faits plus ou moins bruts, mais en tout cas en ne rappelant pas les origines de la situation actuelle, qui sont des origines historiques. Alors, que s'est-il passé dans les années 1970, puisque les Comores est l'un des derniers États africains, ou de l'espace africain, à avoir été décolonisé? Je vais faire une petite remarque préalable. Le nom de l'opération qui est menée actuellement à Mayotte, c'est Wambuchu, W-U-A-M-B-U-C-H-U. Alors, c'est très intéressant, cette graphie, parce que traditionnellement, dans l'espace africain, en français, on transcrit les sons OUE par OU, comme Ouagadougou par exemple, ou OI d'ailleurs aux Comores, c'est assez fréquent, OI pour OU pour OUA. Le OU se transcrit en français par OU, OU, et le son CHE par CH, comme cheval. Là, toute la graphie est d'inspiration anglo-saxonne. Le son WE est transcrit par un W, le OU par un U, le CHE par un SH. Alors ça me paraît très intéressant, puisque ça traduit bien le fait que la France n'est plus vraiment elle-même, d'une certaine manière, maîtresse de son destin, et ça, c'est un petit peu la caractéristique de la politique française en Afrique depuis très longtemps maintenant, et je dirais même depuis le départ des indépendances. Alors maintenant, pour répondre à votre question, oui, c'est très intéressant parce que Mayotte défraie la chronique actuellement, mais régulièrement depuis un certain nombre d'années. Or, bizarrement, elle défraie la chronique pour ces questions de migration massive en provenance des 3 autres îles comoriennes, et en particulier en jouant. Et je dis en jouant parce que ce qui est intéressant, c'est que alors qu'on y consacre, les médias, la presse y consacre de nombreuses heures, de nombreux articles, bizarrement, jamais n'est rappelé l'histoire d'Anjouan, et plus généralement l'histoire des Comores. Or, il me semble indispensable de savoir ce dont on va parler rapidement pour comprendre ce qui se passe là-bas, et se demander mais pourquoi les médias nous cachent-ils ce dont nous allons parler. Alors, pour répondre maintenant à votre question, l'histoire des Comores, je pourrais la résumer comme ça. 1974, et puis même un petit peu avant, des velléités indépendantistes se font jour dans l'archipel. Il est finalement décidé de procéder à un référendum en 1974. À l'issue de ce référendum, il y a 4 îles aux Comores. Il y a Mayotte, il y a Anjouan, Mohéli et Grande Comore. Alors, à l'issue de ce référendum, 3 îles se prononcent à une nette majorité pour l'indépendance, et pour ce qui concerne Mayotte, à 63-64%, le non à l'indépendance l'emporte. La question se pose donc de savoir comment prendre en compte les résultats du référendum, soit globalement, ce qui conduirait à l'indépendance des 4 îles de l'archipel, soit île par île, auquel cas 3 îles deviendraient indépendantes et Mayotte resterait française. C'est finalement, après pas mal de péripéties dans les coulisses du pouvoir, que le choix va être fait de faire droit au desiderata de Mayotte, et concrètement de prendre donc les résultats île par île. Et donc Mayotte reste française, les Comores deviennent indépendantes. Alors, c'est assez amusant déjà parce que le calendrier a tout de suite été bouleversé, c'est-à-dire que normalement l'indépendance devait intervenir à la fin de l'année 75, et puis finalement les 3 îles des Comores ont anticipé, et le nouveau pouvoir comorien, dès le mois de juillet, a proclamé son indépendance.
Bon, l'État français n'a rien dit, et immédiatement, les Comores ont contesté le décompte tel qu'il avait été fait, et donc a revendiqué le retour de Mayotte l'entrée de Mayotte dans la République des Comores indépendantes. Les Mahorais ne voulaient pas en entendre parler. L'État français est bien embêté puisque les principes de l'ONU proclament l'intangibilité des frontières, etc., etc. Donc, moyennant quoi, l'ONU et toute une série de pays exigeaient que la France donne Mayotte aux Comores. Donc, l'État français, pour sortir de cette situation embarrassante, a décidé de refaire un référendum à Mayotte l'année suivante. Donc en 1976, pour être voilà, précis. 1976. Mais alors, ce qui est intéressant, là, déjà, on pourrait noter une chose, c'est-à-dire que on refait un référendum pour savoir si Mayotte n'a pas éventuellement changé d'avis, mais on ne refait pas un référendum dans les 3 autres îles pour savoir si éventuellement elles auraient, elles aussi, changé d'avis. Donc là, il y a un sens unique de l'histoire qu'on peut relever, qu'on retrouve un peu partout. C'est intéressant, et on l'a vu d'ailleurs récemment en Nouvelle-Calédonie, où on a fait des référendums en série pour s'assurer que les Néo-Calédoniens voulaient bien rester dans la République française. Dans le cas où le oui à l'indépendance en Nouvelle-Calédonie l'aurait emporté, il n'y aurait jamais eu de 2e, 3e référendum. Donc là, c'est un point déjà qu'on peut relever, cette espèce de sens unique, et qui déroge au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, puisque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est le principe mis systématiquement en avant pour justifier ces politiques. Et on va voir que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en fait, est régulièrement bafoué. Donc, 76, nouveau référendum à Mayotte. Comme entre-temps, la situation s'était très rapidement dégradée aux Comores, au plan social, économique, etc., politique même. Les Comores, c'est un territoire, un pays où il y a énormément de coups d'État. Il y en a presque un par an, pour forcer à peine le trait. Et il se trouve donc que les Mahorais, les habitants de Mayotte, interrogés l'année suivante, donc en 76, ont cette fois-ci rejeté massivement l'indépendance. À hauteur de 99%, je crois. Voilà, et de manière écrasante. Moyennant quoi, ça n'a pas empêché et l'ONU et les Comores de revendiquer, enfin le pouvoir comorien plus exactement, de revendiquer en permanence le retour de Mayotte. Et Mayotte fait toujours partie des Comores selon leur constitution actuelle. Oui, bah oui, tant qu'à faire. Et il se trouve, la reine d'Angleterre aussi, reine de France, donc le roi d'Angleterre, non, c'est plus une reine. Alors, donc on en était là, et on se retrouve dans cette situation assez étonnante, où, en définitive, les Anjouanais ne sont pas très contents, eux non plus, de la situation d'indépendance. Et à telle enseigne qu'ils se mettent à revendiquer le retour dans la République française. Alors, c'est intéressant, puisque le bruit commence à courir à Anjouan que le référendum de 74 a été truqué. Alors les chiffres sont tellement... à l'époque, on a vu que l'indépendance Anjouan avait opté pour l'indépendance à une écrasante majorité. Donc, je ne dis pas pour ma part que ça a été truqué, mais en tout cas, c'est le bruit qui a couru à l'époque à Anjouan. Donc là, on est au début des années 80. On est dans la deuxième moitié des années 70, dans les années qui suivent l'indépendance. Et... à Anjouan, donc on se dit, finalement, on était mieux avec la France. Et en définitive, en 1981, bon, la France, évidemment, l'État français dirigé par Valéry Giscard d'Estaing fait la sourde oreille. 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir, le changement, c'était le slogan de Mitterrand à l'époque, et... Bon, Mitterrand avait un passé avec l'Afrique, il avait écrit des livres au sujet de l'empire colonial dans les années de la 50. Communauté française, dans les années 50, des livres où il a fait preuve d'une bonne connaissance. Bon, et ce qui pouvait donner des espoirs, et puis comme il était socialiste, il était humaniste, etc., prétendument en tout cas, 380 notables anjouanais écrivent à Mitterrand en 1981 et disent « Nous souhaitons réintégrer la République française ». Mitterrand, là encore, fait la sourde oreille. La situation, je vais vite parce que... la situation n'est donc pas réglée, les Anjouanais sont frustrés, les rapports avec Grande Comore qui favorisent Grande Comore au détriment d'Anjouan et de Mohéli, on y reviendra, petite île de l'archipel. Il y a des manifestations régulières, des étudiants qui se révoltent,
il devient de tradition de baisser le drapeau comorien et de hisser le drapeau français à la place. En particulier en 1987, il y a des émeutes particulièrement marquantes. Et puis tout ça, bon, finalement, ne mène à rien, puisque l'État français continue de faire la sourde oreille. J'emploierai souvent cette expression. Et en définitive, on arrive à la révolution anjouanaise de 1997, c'est-à-dire qu'en 1997, n'y tenant plus, les Anjouanais se révoltent pour de bon. Alors, il y a d'abord une longue grève, puisque les fonctionnaires ne sont pas payés, les étudiants n'ayant plus de profs, puisque les profs sont en grève, se mettent eux-mêmes à manifester. Tout ça finit par aboutir en juillet. Alors, le jour de la fête nationale, le 6 juillet 97, tout le monde va travailler comme si de rien n'était. Les boutiques ouvrent, etc. Et à l'inverse, le 14 juillet, jour de la fête nationale française, eh bien, tout le monde chôme. Et dans ce contexte d'ébullition, Anjouan va proclamer sa sécession, déclarer sa sécession de la République des Comores, puis son rattachement à la France. Et quelques jours plus tard, Mohéli va faire la même chose. Sécession de la République des Comores, rattachement à la France, proclamé unilatéralement par les autorités d'Anjouan puis de Mohéli. La France, une fois de plus, fait la sourde oreille, évidemment, désapprouve. L'Union européenne, enfin la communauté, c'est pas encore l'Union européenne, la communauté européenne va désapprouver également la chose. L'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, va également désapprouver la chose. Et bien sûr, Grande Comore va condamner totalement cette sécession. Finalement, avec l'approbation générale, Grande Comore va finir par essayer de faire rentrer dans le rang par la force les Anjouanais en envoyant quelques 200 soldats qui vont finalement être défaits par les Anjouanais qui vont se défendre, qui ne vont pas se laisser faire. Et, un référendum est organisé, dans mon souvenir. Pas de référendum. Localement, en jouant, à l'époque. Par les Anjouanais eux-mêmes. Par les Anjouanais eux-mêmes. Ah oui, d'accord, oui. Mais pas de référendum ni par la France, ni par... Non. Auto-organiser un référendum de rattachement à la France. Et le référendum qui n'aboutira évidemment à rien, puisque la France n'entend pas, et puis personne n'entend en réalité, et certainement pas le pouvoir comorien. Et alors, selon vous, ce refus de prendre en considération la volonté du peuple anjouanais de disposer de lui-même en retournant à la France est une des causes de l'immigration que connaît aujourd'hui, l'immigration illégale des Anjouanais vers Mayotte. On ne peut que constater, puisque à la suite de cette affaire, la République des Comores a été repensée, restructurée sur un mode fédéral, ce qui déjà est aberrant pour un pays aussi petit, mais puisqu'une fédération, normalement, c'est plutôt destiné à régir des États beaucoup plus vastes. Des empires. Des empires, même. Enfin. Donc, et depuis, on n'en est jamais sorti, c'est-à-dire que, et effectivement, ce qui s'est passé aux Comores est très, très révélateur, dans le sens où, comme vous dites, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, manifestement, ne marche que dans un sens, c'est-à-dire quand il s'agit de quitter la République française, quand il s'agit d'y revenir, il n'y a pas de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et les populations, ne pouvant pas obtenir la France chez elles, vont la chercher là où elle se trouve, c'est-à-dire non seulement d'ailleurs à Mayotte, qui est submergée, mais même en métropole, puisqu'il y a une énorme communauté comorienne en France, de l'ordre de 300 000... notamment à Marseille, par exemple. Notamment à Marseille. Et je dis 300 000, c'est peut-être même 400 000. Enfin, je ne sais pas si les chiffres sont très clairement établis, mais en tout cas, on sait que c'est des centaines de milliers de personnes. Quand on sait qu'une île comme Anjouan actuellement, c'est 300 000 habitants, en réalité, comme l'a dit d'ailleurs le président comorien, dans une formule d'ailleurs sibylline, là, il y a quelques temps, il a dit « Ah, mais Marseille, c'est la 5e île des Comores, il faudra bien à un moment donné en tenir compte. » Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là exactement, mais je ne vais pas dire le rattachement de Marseille à la République des Comores, je ne sais pas. Bon, je plaisante, mais enfin, il a dit ça, donc j'essaie de comprendre. Mais quoi qu'il en soit, les gens n'obtenant pas la France chez eux, viennent la chercher là où elle se trouve. Et c'est d'ailleurs d'une certaine manière ce qui s'est passé plus généralement avec l'Empire français, mais ça nous mènerait trop loin. Et donc, on ne peut pas comprendre, en fait, la situation actuelle de Mayotte sans comprendre qu'en fait, la France ne s'est pas occupée de ce dossier. Les différents présidents de la République, tels Ponce Pilate, se sont lavés les mains de cette affaire comorienne. Et donc, il y a
effectivement une responsabilité des Comores, qui est un des États les plus instables au monde. Vous parlez de tous les coups d'État. Il y a même eu des coups d'État de mercenaires français qui ont essayé de mettre un peu d'ordre dans ce pays. Et tout cela, donc cette instabilité des Comores, plus le déni de la France, qui ne voulait surtout pas regarder ce qui se passe, on en arrive à la situation où, pour les Mahorais, la vie est devenue impossible, parce que s'entassent des Anjouanais, mais aussi des grands Comoriens, et que ces îles, d'ailleurs, se détestant, les bandes formées d'habitants de ces villes à Mayotte créent des rixes permanentes qui entraînent des morts, des agressions, des pillages. Selon vous, est-ce qu'on peut aujourd'hui régler le problème mahorais sans reposer la question, notamment, du destin de l'île d'Anjouan? Ben, vous savez, moi j'ai une vision assez simple de l'histoire et de la politique. Je suis favorable au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc je m'étonne que ceux qui nous gouvernent n'entendent pas les choses de cette oreille, pour le coup. Donc effectivement, il faudrait poser la question, mais pour poser la question, encore faudrait-il pouvoir la formuler. Ce qui me sidère le plus, c'est que tout ce dont nous venons de parler, ça n'est jamais abordé dans les médias actuellement. Et l'État français fait comme si de rien n'était. Donc, posons la question, demandons comment on sort de cette situation. Emmanuel Macron, président de la République, sous prétexte de Covid, a dépensé, et de mesures absurdes qu'il a prises pour cette maladie dont le taux de mortalité était relativement commun, comparé à la grippe par exemple, 600 milliards d'euros. Donc évidemment, si les Anjouanais et les Moëliens avaient le droit de disposer d'eux-mêmes, à ce moment-là, il conviendrait, en accord avec la République des Comores, d'organiser des référendums pour savoir ce qu'ils veulent exactement. Et le cas échéant, s'ils souhaitent réintégrer la République française, ça me paraît de bon sens de l'accepter. Et évidemment, de donner, pour développer l'île, apporter la France sur place, les 600 milliards pour le Covid. 2-3 milliards bien employés à Anjouan et Mohéli permettraient très rapidement d'apporter les standards sociaux, éducatifs, sanitaires à ces îles et de sortir de la situation impossible, mais puisque ce dont on n'a peut-être pas suffisamment conscience, c'est que Mayotte, en 1975, c'était grosso modo 40 000 habitants. Aujourd'hui, on ne sait même pas combien il y a d'habitants. Certains disent officiellement 310 000, sachant que 310 000, c'est en 2023, officiellement, sachant qu'il y en avait quelque chose comme 240 000 il y a 10 ans. Donc en 10 ans, on a quasiment fait un bond de 80 000 habitants. Et certains disent, j'entendais Dominique Voynet l'autre jour, qui a été en charge du dossier mahorais à un moment, 10 ans, et d'ailleurs se gardant bien de rappeler l'affaire anjouanaise, la révolution anjouanaise de 1997, disant « Ah mais on ne sait pas, il y a peut-être en fait 400 000 ou 500 000 habitants actuellement à Mayotte. » Mais on se rend bien compte que c'est une toute petite... Il faut savoir en outre que c'est une toute petite île, que c'est... Si on continue comme ça, il va bientôt y avoir 600 000, 700 000, 800 000, 1 million d'habitants. Enfin, c'est de la folie. Oui, on peut rappeler aux abonnés d'Omerta quand en 1841, Louis-Philippe achète l'île de Mayotte au sultan de l'époque, il y a 5 000 habitants. Voilà. Pour la France, c'est absolument pas un problème structurel à l'époque. Et même dans les années 70, ce n'est pas encore un problème structurel. Le problème est actuel. Et qu'est-ce que, d'ailleurs, vous répondriez aux gens qui diraient, mais finalement, est-ce que la France, c'est son rôle de continuer à administrer même une île comme Mayotte? Il y a des gens, des internautes, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens qui disent, mais est-ce que c'est encore le rôle de la France de diriger une île comme Mayotte? Que leur répondez-vous? Et pourquoi ça ne serait pas le rôle? Et ce sont des Français. Alors... on va entrer dans une logique selon laquelle il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être français alors qu'ils sont français, comme vous le dites, hein, depuis bientôt 200 ans, donc avant la Savoie, avant Nice, etc. Donc, d'autre part, dans cette logique-là, si la France n'a rien à faire à Mayotte, qu'a-t-elle à faire un peu partout autour du globe?
Qu'a-t-elle même à faire en Corse? Qu'a même telle affaire, pourquoi pas, en Bretagne et au pays, et dans le Pays Basque, etc., etc. Donc tout ça est ridicule. J'invite les gens qui sont sur cette ligne-là à regarder ce que font les autres pays dans le monde. Aucun pays dans le monde, je dis bien aucun, ne bazarde des territoires, y compris des territoires pauvres. Jamais. C'est un principe politique de base. On conserve les territoires dont on a la gestion, et les territoires, quand ils sont pauvres, eh bien, on fait en sorte qu'ils deviennent riches. On investit, on travaille pour ça. Et il arrive parfois, comme le disait d'ailleurs le maréchal Lyautey, à l'époque du Maroc, du protectorat français au Maroc, il construisait des ports. Et on disait à Lyautey, mais pourquoi vous construisez des ports gigantesques, Casablanca, etc. Pourquoi construire des ports alors qu'au Maroc, il n'y a pas de ressources? Ça ne servira à rien, ces ports. Et Lyautey a vu cette réponse. Il n'y a rien pour l'instant, mais vous allez voir, on va découvrir des choses. Et à ce moment-là, les ports serviront. On sera très content de les avoir. Il avait raison, on a découvert au Maroc d'énormes ressources en phosphate, et moyennant quoi, les ports ont trouvé toute leur utilité. Qui sait, Mayotte, les Comores disposent d'une vaste zone maritime. Peut-être qu'on y découvrira un jour ou l'autre du pétrole. Je me suis laissé dire d'ailleurs qu'on en cherchait un peu. On en a découvert il n'y a pas longtemps, il y a même très récemment, du côté du Mozambique qui est juste en face. Donc, vous voyez, la logique selon laquelle, ça ne rapporte pas d'argent, mais encore faudrait-il chercher les moyens que ça en rapporte. Et à ce moment-là, ces territoires présenteraient toute leur utilité, indépendamment des considérations humanistes. Je rappelle la devise de la France, hein, liberté, égalité, fraternité. Donc, à moins de piétiner les principes français et tout ce qui est notre tradition nationale depuis très longtemps, y compris au temps des rois, hein, attention, c'est pas seulement la République, à moins de piétiner tout ça, de mettre tout ça à la poubelle et de défier les principes géopolitiques mondiaux qui régissent tous les pays du monde, bah oui, voilà. C'est ma réponse. Dernière question plus globale, vous êtes assez critique sur la façon dont la France a décolonisé l'Afrique, notamment l'Afrique noire. Quelle idéologie, selon vous, a prévalu, s'il y a eu une idéologie, a prévalu à cette décolonisation où vous voyez et vous pointez dans vos livres un certain nombre d'erreurs stratégiques? Déjà, ça n'a pas vraiment été la décolonisation, c'est un mot trompeur, puisqu'en réalité, pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, la prétendue décolonisation a été le tremplin du néocolonialisme. Ça a permis de continuer à exploiter les territoires et les populations sans payer les dividendes du développement. Donc, ne plus investir, mais continuer l'exploitation. Ce qui a permis d'ailleurs d'aveugler les métropolitains en leur proposant la société de consommation, la machine à laver qui lave plus blanc, les supermarchés, etc., l'opulence pour la masse, alors même que le pays s'était finalement suicidé. On n'a jamais vu un pays, sans qu'il y soit obligé, donner d'autorité l'indépendance à d'immenses territoires. En l'occurrence, la France a perdu 95% de son territoire dans cette affaire-là et donc a renoncé à être une superpuissance. Derrière Charles de Gaulle, qui a d'ailleurs menti, puisqu'en 1958, il a fait un semi-coup d'État en promettant justement qu'il allait accorder l'égalité politique à tous, c'est comme ça qu'il avait eu le concours de l'armée. Il pensait faire exactement le contraire, il a menti aux Français, il a menti à l'armée, il a menti aux ultramarins, il a menti à tout le monde, et tout ça en liaison avec les États-Unis. Donc, et au nom de considérations racialistes, civilisationnelles, religieuses, contraires aux principes républicains. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui les admirateurs du général de le présenter comme un grand républicain, un grand démocrate, alors qu'il a bafoué la démocratie, qu'il a piétiné dans les grandes largeurs de la République. Je l'ai démontré, tant et plus, dans mes ouvrages et mes articles. Donc, votre question, c'était pourquoi tout ça? En réalité, parce que malheureusement, la France n'est pas un pays indépendant. La France est un pays qui est sous tutelle états-unienne, américaine, depuis très longtemps. Et le général, qui est d'ailleurs présenté comme un anti-américain, en réalité, a fait tout ce qu'il a fait entre 58 et 62 en liaison avec la CIA et le département d'État américain, les frères Dulles, John Foster Dulles et Allen Dulles. Donc malheureusement,
Et là encore, hein, on nous le présente comme un anti-américain, etc. Mais tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est même parfois l'inverse. Donc voilà, donc la France, malheureusement, s'est suicidée, a basculé dans la misère et la tyrannie énormément de ses enfants, c'est-à-dire les Africains et même les Arabo-Berbères d'Algérie. Puisque là encore, là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais enfin, on n'a pas le temps. Et donc voilà, c'est une histoire tragique en réalité. Et malheureusement, on n'en est toujours pas sorti. Et l'affaire de Mayotte en est l'éclatante démonstration. Alexandre Gerby, vous êtes un historien passionné. Vos thèses sont intéressantes parce qu'elles sont singulières dans des études africaines qui deviennent post-coloniales et déconstructivistes. Donc nous vous réinviterons pour parler plus longuement de la décolonisation et de l'Afrique, mais nous vous remercions infiniment d'avoir consacré ces quelques moments pour les abonnés d'Omerta, et que vous pouvez retrouver nos autres entretiens sur notre site internet et sur notre application. Merci. Merci à vous. Ta tête cognée sur les rochers, ding, ding, poussée par les vagues de la jetée, ding, ding. Ton corps suivait tout relâché, ding, ding, tout nu comme un nouveau-né, ding, ding. Tu voulais regagner la terre, ding, ding, comme autrefois les mammifères, ding, ding. الفرنسيين ما يعطونا خير. Mais ces derniers étaient vivants. Ding, ding, pour toi il n'en est plus question. Ding, ding. Yeah, I was pregnant with Miriam because of rape.